Personne ne te prépare au véritable coup de s'accrocher à quelqu'un qui n'est plus là ou qui, même s'il est là, n'a plus sa place dans ta vie. L'accepter est brutal. L'attachement n'est pas seulement à une personne, mais à tout ce que tu as construit autour d'elle. Il ne s'agit pas seulement de manquer une voix ou une présence, mais de faire face à la fracture des habitudes, de la routine, du sens que tu as donné à ton quotidien. Jusqu'à quand vas-tu laisser ta paix dépendre du souvenir de quelqu'un d'autre? Le stoïcisme ne te demande pas de devenir froid, ni de nier ta douleur. Il exige une honnêteté radicale, la discipline de regarder en face ce qui est inconfortable, et la détermination de lâcher prise sur ce que tu ne peux plus contrôler. La souffrance se nourrit d'interprétations, pas de faits. Notre erreur est de croire que l'attachement est de l'amour, alors qu'en réalité, c'est une addiction à la signification que nous avons donnée à une histoire qui n'existe plus. Récupérer le contrôle nécessite une décision, pas de la résignation. Il ne suffit pas de se distraire ou d'ignorer le vide. Il faut identifier ce qui l'alimente, démonter les mécanismes mentaux qui le perpétuent et reconstruire son identité loin de toute dépendance émotionnelle. Chaque jour que tu retardes le détachement, tu sacrifies ton autonomie. Je ne te le dis pas pour te mettre mal à l'aise, mais pour te rappeler, personne ne va te sauver de ce cycle, sauf toi. Si tu cherches le respect de soi, commence par ne pas le mendier là où il n'y a plus de réciprocité. Lâcher prise est une discipline, pas une renonciation. Si tu veux cesser d'être l'otage de tes émotions, c'est le premier véritable pas à faire. 1. Distingue entre personne et attente personnelle. La vérité est la suivante. Ce qui te lie le plus n'est pas la personne, mais les attentes que tu as fabriquées à son sujet. Que cela te fasse mal ou non, la majeure partie de la souffrance que tu ressens en essayant de laisser quelqu'un derrière toi n'est pas due à ce qu'il ou elle était, mais à ce que tu croyais qu'il ou elle pourrait être. Il est confortable de blâmer l'autre pour toute la douleur, mais c'est une échappatoire facile. Le véritable attachement naît du film mental que tu as projeté encore et encore, celui que tu as monté à ta façon, ignorant les signaux et façonnant une personne réelle pour qu'elle s'inscrive dans ton scénario. Maintenant, quand il est temps de lâcher prise, tu réalises que tu ne perds pas seulement quelqu'un. Ce qui te terrifie le plus de perdre, ce sont les idées, les projets et les futurs imaginés. C'est le piège. Accroche-toi à un mensonge et tu souffriras chaque fois que la réalité te le détruira. Arrête d'idéaliser. Ose voir l'autre personne telle qu'elle est, pas comme tu veux qu'elle soit, ni comme tu as besoin qu'elle soit pour ne pas te sentir vide. C'est la fracture la plus difficile à accepter. Ta douleur est proportionnelle au poids de tes propres attentes, pas à la valeur réelle de l'autre. Le stoïcisme le dit clairement, la douleur est ce qui se passe, la souffrance est ce que tu interprètes. Demande-toi sérieusement, quelle partie de ton attachement est pour la personne et quelle partie est pour ce que tu espérais qu'elle remplisse en toi. Si tu n'as pas le courage de te répondre sans auto-illusion, tu vas rester bloqué dans le même cycle encore et encore. Le détachement commence le jour où tu sépares avec une brutalité honnête l'effet de tes fantasmes. Ne continue pas à renforcer une dette émotionnelle qui ne sera jamais remboursée. S'accrocher à des attentes non réalisées, c'est comme investir dans un compte qui ne génère que des pertes. Chaque jour que tu passes à penser à ce que cela aurait dû être est un autre jour où tu perds le contrôle sur toi-même. Le détachement, du point de vue stoïque, n'est pas devenir de pierre ni cesser de ressentir, mais cesser de se mentir. C'est cesser d'exiger à la réalité qu'elle respecte tes scénarios internes. Vas-tu continuer à nier que tu as toi-même alimenté ce monstre d'attente? Si tu veux vraiment la paix intérieure, tu dois l'éradiquer à la racine. Ne te cache pas derrière le déguisement du « c'est qu'il ou elle m'a fait du mal », car dans la plupart des cas, ce qui te détruit le plus, c'est le fossé entre tes désirs et la réalité. Il est temps d'y faire face. Tant que tu continues à mélanger la personne réelle avec la version idéalisée que tu as inventée, il n'y a pas de sortie possible.
Tu dois démonter cette construction mentale, brique par brique. Observe les mécanismes que tu utilises pour justifier ton attachement. Chaque excuse est une fuite d'énergie. Chaque auto-illusion est un fardeau supplémentaire que tu choisis de porter. Le premier pas pour laisser aller est de séparer au scalpel la personne des attentes. Tu ne dois pas fidélité à une illusion, tu dois loyauté à ta propre clarté. Chaque fois que tu revives ce qui aurait pu être, tu t'enchaînes un peu plus. Ne te détruis pas en t'accrochant à une image qui n'existe que dans ta tête. Choisis de voir les choses telles qu'elles sont, pas comme cela t'arrange pour te sentir moins seul. C'est ainsi que tu reprends le contrôle, démasque tes attentes, accepte-les comme les tiennes et laisse-les partir. Ne blâme pas l'autre pour ne pas avoir rempli ce que tu as seulement imaginé. La paix arrive lorsque tu cesses de négocier avec l'impossible. La liberté commence là où se terminent tes illusions. 2. Réinterprète la signification de ta souffrance. Tu te réveilles un matin comme un autre et la première chose que tu fais est de regarder ton téléphone. Voilà, encore une fois, cette photo, ce vieux message, cet élan presque automatique de chercher des signes là où il n'y a plus rien. Le café a le même goût, le monde continue sa marche, mais tu répètes mentalement encore et encore la même scène, comme si revivre la douleur était la seule façon de ne pas te sentir perdu. Et pourtant, rien ne change. Tu te demandes, même si tu ne le dis pas à voix haute, pourquoi ce malaise ne s'en va-t-il pas? La réponse n'est pas à l'extérieur, ni dans l'absence de l'autre, ni dans la routine qui semble maintenant vide. La souffrance a des racines plus profondes et la clé réside dans la façon dont tu l'interprètes, pas dans ce qui t'arrive. L'attachement affecte la façon dont tu construis du sens. Tu as transformé la douleur en une sorte d'identité provisoire. Tu l'utilises comme justification, comme refuge ou comme rappel que quelque chose d'important est parti. Au fond, il y a un piège mental. Tu as tendance à interpréter la souffrance comme un signe que tu as perdu quelque chose d'irremplaçable, comme si ton bien-être dépendait de ce qui n'est plus là. Mais le stoïcisme t'oblige à regarder au-delà de la surface. La douleur est inévitable, mais la souffrance est négociable. C'est ici que tu dois faire le travail difficile de réinterpréter ce qui t'arrive. Tu n'es pas la victime d'un destin cruel. Tu es, en grande partie, le narrateur de ta propre histoire. Et la signification que tu donnes à ce qui s'est passé détermine si tu restes piégé ou si tu commences à lâcher prise. Examine honnêtement ce mécanisme. Quand tu penses à l'autre personne, tu ne te souviens pas seulement des faits, mais tu les filtres à travers tes croyances. Cela n'aurait pas dû se terminer ainsi. Je méritais plus. Si j'avais fait telle chose, je ne serais pas seul. Ces pensées sont la colle qui maintient la souffrance en vie. L'esprit fabrique des histoires pour donner un sens à la perte, mais souvent ces histoires n'augmentent que le poids que tu portes. Si chaque fois que tu ressens un malaise, tu le traduis en un drame personnel, tu te condamnes à vivre enchaîné à une douleur qui pourrait se transformer en autre chose. Voici la ligne emblématique. La souffrance est le sens que tu choisis de cultiver. La pratique stoïque ne te demande pas de réprimer ce que tu ressens, mais d'observer l'interprétation que tu construis sur chaque émotion. Ce n'est pas la même chose de dire « cela me fait mal » que « cela me détruit ». Ce n'est pas identique d'affirmer « cela ne devrait pas m'arriver » que d'accepter « cela fait partie de mon chemin ». Plus tu prends rapidement conscience de la différence, plus tu pourras commencer à lâcher prise rapidement. La souffrance, quand tu ne la remets pas en question, devient une habitude mentale qui contamine chaque nouvelle pensée. Chaque fois que tu répètes l'histoire du « pourquoi moi ?», tu renforces la croyance que tu as besoin de ce lien pour te sentir complet. Et c'est le point de rupture. Tant que tu ne changes pas le sens que tu donnes à ce que tu as perdu, aucune technique de détachement ne fonctionnera. Observe ce qui se passe en toi lorsque la douleur apparaît. Utilises-tu ce malaise pour justifier de vieux schémas? En fais-tu une excuse pour éviter d'avancer? Il y a un moment
où tu dois décider si tu vas continuer à alimenter la narration de la souffrance ou si tu vas commencer à te demander ce que tu peux apprendre de cette fracture. La réinterprétation n'est pas de nier ce qui s'est passé, c'est de changer de focus, de la perte à la croissance, de la nostalgie à la compréhension de soi. La douleur te montre où se trouvent tes attachements les plus profonds, mais la souffrance ne sert que si tu l'utilises comme un miroir, pas comme une condamnation. Deuxième ligne emblématique, choisis d'être apprenant, pas prisonnier de ton histoire. Dans ce processus, le pouvoir est entre tes mains. Tu peux rester à tourner en rond sur ce qui te manque, ou tu peux utiliser chaque douleur comme un rappel que tu as la capacité de redéfinir ton expérience. Ce n'est pas facile, ni rapide, mais plus tôt tu transformeras le sens de ta souffrance. Plus vite, tu retrouveras la liberté intérieure que tu croyais perdue. 3. Identifie les habitudes qui alimentent l'attachement. Je te le dis sans détour. Identifier les habitudes qui nourrissent ton attachement est un exercice inconfortable, presque humiliant. Il y a une partie de toi qui sait déjà lesquelles elles sont, mais tu les maintiens quand même, comme si elles te donnaient une forme de contrôle ou de réconfort bon marché. Tu es surpris de répéter de petites routines qui te lient. Consulter son profil, relire de vieux messages, construire des excuses pour chercher un contact indirect, recréer mentalement des conversations qui ne vont jamais se produire. Il ne s'agit pas seulement d'actions externes. Bien plus corrosifs sont les automatismes internes, ces dialogues silencieux où tu justifies ta dépendance et te convaincs que tu as besoin de ce lien pour te sentir complet. Ici, l'autotromperie devient sophistiquée. Tu te dis que tu veux juste savoir s'il va bien, que ce n'est pas si grave, que c'est ainsi que fonctionne le deuil, et sans t'en rendre compte, chaque micro-décision renforce l'ancienne toile d'attachement. L'habitude est un investissement émotionnel. Chaque fois que tu cèdes à l'impulsion, tu donnes plus de force au conditionnement et tu laisses ton bien-être dépendre de facteurs que tu ne contrôles pas. Si tu le décomposes de l'intérieur, l'attachement est un circuit répétitif. Stimulus, réponse, soulagement temporaire, culpabilité ou vide. Et on recommence. Le problème n'est pas de ressentir de la nostalgie ou de la tristesse, mais ce que tu fais avec cette émotion lorsqu'elle apparaît. L'esprit recherche la gratification immédiate de revenir à ce qui est connu, même si cela implique de sacrifier ton autonomie et ta dignité émotionnelle. Le véritable défi est de reconnaître combien de tes habitudes quotidiennes sont conçues pour éviter la douleur de l'absence, et combien ne sont que des habitudes apprises qui ne te servent plus. La sincérité brutale commence lorsque tu acceptes qu'il y a des gestes, des routines et même des mots que tu répètes par inertie, non par besoin réel. À ce stade, ta tâche est de t'auditer, observer chaque réaction automatique et te demander si elle te rapproche de la liberté ou t'enferme davantage. Beaucoup d'habitudes d'attachement ne sont pas évidentes. Certaines prennent la forme de rituels apparemment innocents. Écouter la même chanson, passer par les mêmes endroits, garder des objets qui n'ont de sens que pour l'autre personne. Mais le plus insidieux se trouve sur le plan mental. Planifier des scénarios hypothétiques, maintenir vivantes des conversations internes, imaginer des retrouvailles ou des fins alternatives. Chacune de ces habitudes, si petite soit-elle, est une brique de plus dans la structure de l'attachement. Il est inconfortable de l'admettre, car cela implique de démonter non seulement des souvenirs, mais aussi des mécanismes de survie psychique. Mais si tu ne les identifies pas, tu resteras condamné à répéter le même cycle en espérant des résultats différents. Phrase emblématique, tu ne peux pas guérir tant que tu répètes les mêmes fuites d'énergie. Du point de vue stoïque, l'habitude est un entraînement du caractère. Chaque fois que tu choisis de ne pas nourrir l'attachement, lorsque tu décides de ne pas chercher d'informations, de ne pas tomber dans de vieux schémas, de ne pas recréer le passé, tu renforces ton muscle interne de contrôle de soi. Il ne s'agit pas de froideur, mais de discipline stratégique. Il s'agit de créer de nouvelles voies d'action qui remplacent les anciennes compulsions. Si tu reconnais que tes habitudes sont la matière première de ta souffrance, tu as entre tes mains le pouvoir de les redessiner. Fais-le avec rigueur. Observe l'impulsion, nomme-la,
Interromps le cycle et dirige ton attention vers autre chose, même si au début cela semble artificiel. La clé est dans la constance. Chaque petit changement est une victoire contre la dépendance. Phrase emblématique: tes habitudes décident si tu avances ou si tu t'enchaînes. Ce qui est inconfortable, c'est que personne d'autre ne le fera pour toi. Le stoïcisme ne promet pas une sortie facile, mais une sortie réelle. Identifie et démonte tes habitudes d'attachement si tu aspires vraiment à la liberté. 4. Récupère ton espace mental et émotionnel. Pense à ton esprit comme une maison envahie, chaque pièce saturée de cartons qui ne t'appartiennent pas, des objets étrangers empilés dans les coins, des meubles qui ne te représentent plus, occupant l'espace où tu pouvais autrefois te déplacer librement. Tout est imprégné de traces, de marques, qui ne s'en vont pas même en ouvrant la fenêtre. C'est ainsi que se présente ton espace mental et émotionnel, lorsque tu laisses le souvenir de quelqu'un d'autre l'occuper entièrement, érodant peu à peu ton sentiment d'appartenance à toi-même. Tu marches parmi des pensées empruntées, tu trébuches sur des émotions non résolues et, sans t'en rendre compte, tu finis par vivre dans une sorte de dépôt où tes propres désirs et projets sont acculés par le poids de ce qui n'est plus là. Dans la pratique quotidienne, cela se traduit par des gestes automatiques. Tu te surprends à revisiter des lieux que vous partagiez, à toucher, sans le vouloir, la même chanson, à répéter des mots ou des expressions qui t'ont marqué un jour. Chacun de ces actes est une façon de céder un territoire intérieur, de permettre à la figure de cette personne de continuer à dicter le scénario de tes jours. Le détachement réel commence au moment où tu réalises que ton espace intérieur n'est pas un musée de souvenirs, ni un hôtel pour maintenir vivante une histoire qui est déjà terminée. C'est un terrain en constante construction, et maintenant il te revient de nettoyer, de jeter ce qui ne sert plus, et de te réapproprier chaque recoin. Le premier pas, inconfortable mais indispensable, est d'observer attentivement combien d'attention volontaire tu continues à offrir à ce que tu as perdu. Quand tu remarques que ton esprit revient encore et encore à la même scène, que ton dialogue intérieur tourne autour de questions qui ne mènent nulle part, là tu as la preuve que tu n'as pas encore récupéré ton espace mental. Le stoïcisme te demande du rigueur. Chaque pensée est un investissement. Et si tu continues à investir dans ce qui te draine, tu te retrouves sans ressources pour créer quelque chose de nouveau. Il ne s'agit pas de forcer l'oubli, mais de décider, acte après acte, à quoi tu donnes la priorité dans ta conscience. Ligne iconique. Ton attention est ton bien le plus précieux. Ne la donne pas à la nostalgie. Il existe une discipline spécifique pour récupérer l'espace émotionnel. Cela signifie cesser de justifier des impulsions réactives, arrêter de chercher des raisons pour maintenir vivante la connexion et commencer à rediriger ton énergie vers ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas de bloquer les sentiments, mais de leur assigner une place. Ce qui a été a déjà rempli sa fonction. Chaque fois que tu interromps le cycle de revivre la même chose, même si ce n'est que pour quelques secondes, tu ouvres une porte à la possibilité de quelque chose de différent. Cela se remarque concrètement. Tu cesses de chercher des signes dans le quotidien. Tu arrêtes de recréer des conversations imaginaires. Tu ne nourris plus le drame intérieur. À la place, tu commences à te reconnecter avec des activités, des personnes et des projets qui te sont propres, même si au début, ils te semblent étrangers ou peu satisfaisants. Le détachement est inconfortable car il t'oblige à rester seul avec ce que tu es, sans le refuge de ce que tu as rêvé avec l'autre. Récupérer ton espace mental et émotionnel est un acte de respect de soi. C'est réorganiser les priorités, nettoyer les recoins de ta maison intérieure et reprendre le centre après avoir cédé la place à quelqu'un d'autre pendant longtemps. Cela ne se fait pas en un jour, mais chaque micro-décision compte. Éteindre le pilote automatique, détecter l'impulsion et choisir consciemment où tu veux investir ton énergie. Ligne iconique, récupérer ton espace, c'est récupérer ton pouvoir. La liberté n'est pas l'absence de souvenirs, c'est la pleine présence de toi-même dans ta propre vie.
En fin de compte, le détachement n'est pas un vide, mais un espace récupéré pour grandir et recommencer à choisir. 5. Maîtrisez votre réaction face aux souvenirs et aux émotions. Vous ne devez pas de loyauté à vos émotions, vous devez de la discipline à votre réaction. C'est aussi simple que cela. Vous pouvez continuer à justifier chaque secousse intérieure comme si c'était un ordre sacré, mais le prix est élevé. Chaque fois que vous vous laissez entraîner par un souvenir, vous réaffirmez que vous êtes esclave de ce que vous ressentez, pas le maître. Il ne s'agit pas de nier l'émotion, ni de faire semblant que cela ne fait pas mal. Il s'agit de cesser d'utiliser chaque vague de mélancolie comme excuse pour rester attaché. Vous voulez avancer, mais vous vous permettez le luxe de réagir comme toujours, de vous recroqueviller devant chaque déclencheur, de céder le contrôle à un message, à une odeur, à une chanson. La vérité inconfortable est que tant que vous continuez à réagir de manière automatique, vous restez enchaîné par votre propre permission. Personne ne vous oblige à revenir mentalement au même endroit, sauf votre tolérance à la faiblesse. Ce que vous ne maîtrisez pas dans votre réaction, cela va vous dominer. Le stoïcisme est clair à ce sujet. Ce qui compte, ce n'est pas le premier élan, mais ce que vous faites juste après. L'émotion n'est pas le problème. Le problème est de nourrir la réaction sans filtre, sans pause, sans aucun questionnement. Allez-vous vraiment laisser un souvenir dicter l'humeur de votre journée ? Chaque fois que vous permettez à une émotion de vous entraînez votre esprit à la soumission, pas à la liberté. Le muscle de l'autonomie ne se construit pas en fuyant la douleur, ni en niant ce que vous ressentez, mais en choisissant de répondre avec clarté, sans drame, ni excuse. La réaction est l'espace où se joue votre pouvoir. C'est là que vous décidez si vous vous racontez les mêmes histoires que d'habitude ou si vous introduisez une interruption, même si elle est inconfortable, même si elle semble insuffisante au début. Vous n'êtes pas une feuille au vent. Vous êtes la personne qui décide si elle laisse l'émotion conduire ou si elle prend le volant. Soyez brutalement honnête. Souvent, vous utilisez la réactivité comme prétexte pour ne pas faire le vrai travail. Il est plus facile de dire « je ne peux pas m'en empêcher » que d'admettre que vous ne voulez pas lâcher le petit plaisir amer de vous vautrer dans ce que vous connaissez. Mais chaque réponse automatique est une micro-trahison à votre propre dignité. Si chaque fois que la nostalgie apparaît, vous courez chercher du réconfort dans le passé, vous ne faites que confirmer que votre bien-être dépend de facteurs que vous ne contrôlez pas. Là se trouve la fracture. Le détachement ne se construit pas seulement avec de belles phrases, mais avec la discipline d'interrompre le cycle chaque fois que l'émotion frappe. Il ne s'agit pas de réprimer, il s'agit d'observer avec froideur, de nommer l'élan et de décider si vous allez agir depuis la blessure ou depuis la clarté. Le processus est simple, mais ce n'est pas confortable. Lorsque l'émotion monte, faites une courte pause, nommez-la, reconnaissez l'élan et ne faites rien pendant quelques secondes. C'est la fissure où vous insérez la liberté. Vous choisissez de ne pas répéter ce que votre désir automatique exige. Vous changez le focus, vous dirigez l'attention vers autre chose, même si l'inconfort vous crie de l'intérieur. Chaque fois que vous tenez sans réagir de la même manière, vous gagnez un pouce de terrain sur l'attachement. La plupart ne le fait pas parce qu'elle confond authenticité avec obéissance aveugle aux sentiments. Mais le caractère ne se mesure pas à ce que vous ressentez, mais à ce que vous choisissez de faire malgré ce que vous ressentez. Ligne emblématique. Votre réaction est votre frontière. C'est là que se sépare celui qui reste prisonnier de celui qui commence à être libre. Ne cherchez pas de réconfort dans l'autocompassion, ni ne vous vendez le mensonge que c'est comme ça que vous êtes. C'est ainsi que vous vous êtes entraîné à être, mais vous pouvez vous réentraîner. Le véritable respect de soi commence lorsque vous cessez de donner votre énergie à chaque vague émotionnelle et commencez à construire une nouvelle réponse, encore et encore, jusqu'à ce que la réaction automatique cesse d'avoir du pouvoir sur vous. Ce n'est pas héroïque, c'est nécessaire. Ligne emblématique, vous n'êtes pas vos impulsions, vous êtes ce que vous en faites.
Si vous aspirez à la liberté, cessez de céder le contrôle chaque fois que le passé frappe à la porte et apprenez à maintenir le contrôle quand c'est le plus difficile. C'est là que commence le véritable détachement et il n'y a pas d'autre chemin. 6. Redéfinis ton identité sans dépendance externe. Ta plus grande prison est le besoin de validation externe. Tant que tu continues à te définir à travers le regard des autres, tu n'es pas maître de toi-même. Peu importe combien de techniques de détachement tu essaies, si ton sens de l'identité dépend de la présence ou de la reconnaissance d'une autre personne, tu seras toujours à la dérive. Le véritable défi est d'accepter qu'après une relation, ce qui te fait le plus peur n'est pas de perdre l'autre, mais de te retrouver sans un reflet où te voir. C'est inconfortable à admettre, mais ce qui fait le plus mal, c'est le vide qui reste quand tu n'as plus personne à qui montrer tes réussites, tes échecs, ton quotidien. Tu as confondu compagnie avec identité, et c'est ce mécanisme qui te maintient piégé. L'attachement se déguise souvent en amour, en loyauté ou en nostalgie, mais derrière ces noms se cache une dépendance psychologique, l'habitude d'utiliser l'autre comme béquille pour te sentir suffisant, intéressant ou précieux. Tu t'habitues à consulter chaque décision, à chercher l'approbation dans des détails minimes, à définir tes préférences par l'écho qu'elles génèrent chez quelqu'un d'autre. Quand cette personne s'en va, ce qui s'effondre n'est pas seulement la routine, mais la structure interne que tu as construite sur les opinions d'autrui. Le conflit est brutal, tu veux te sentir libre, mais tu t'es entraîné à avoir besoin d'une référence externe qui te confirme ta valeur. Ligne iconique. Tu n'es pas le résultat de celui qui te regarde, tu es la conséquence de tes propres choix. Le piège mental le plus dangereux est de croire que si tu réussis à faire revenir l'autre ou à te faire accepter, tu vas retrouver ton sens de l'identité. Mais la réalité est autre. Aucune reconnaissance externe ne comble la fracture de celui qui ne se reconnaît pas. Le détachement profond exige que tu te confrontes à ce manque, que tu l'observes sans anesthésie et que tu cesses de déléguer ta définition personnelle. C'est ici que le travail devient inconfortable et solitaire. Tu dois commencer à te voir sans les filtres que la relation t'imposait, sans te réfugier dans des comparaisons ni des anciennes étiquettes. La question centrale n'est pas qui tu étais pour cette personne, mais qui tu es quand personne ne t'observe ni ne te valide. Le détachement est avant tout une reconstruction depuis le noyau. Redéfinir ton identité implique de démonter chaque croyance que tu as associée au « nous » et de te réapproprier le « je ». Il ne suffit pas de supprimer des photos ni de bloquer des contacts. Tu dois identifier les schémas de pensée qui te font sentir moins quand tu es seul. Chaque fois que ton esprit cherche une excuse pour revenir au passé, interroge-toi. Fuis-tu le vide ou es-tu prêt à le remplir avec quelque chose de propre? Le stoïcisme le dit clairement. Le contrôle commence quand tu décides de cesser de dépendre de ce qui n'est pas entre tes mains. Et ton identité ne devrait jamais être entre les mains de quiconque d'autre que les tiennes. Tu peux commencer par le concret. Fais un inventaire brutalement honnête de qui tu es en dehors de tout lien. Ne nomme pas d'attributs empruntés ni de compétences construites uniquement pour plaire. Demande-toi ce qui te définit quand personne ne t'applaudit ni ne t'observe. Oui, au début, cela ressemble à marcher sans carte, mais là se trouve l'opportunité. Chaque pas que tu fais sans demander la permission est une nouvelle brique dans la base de ton autonomie. Ligne iconique. Ta valeur ne dépend pas de la compagnie, mais de la cohérence interne. Le plus grand acte de respect de soi est de te reconstruire de l'intérieur, même si cela fait mal, même si la solitude pèse comme une dette en retard. Personne ne peut te donner le sentiment de complétude qui ne naît que de l'engagement envers toi-même. Si tu aspires vraiment à la liberté, tu dois lâcher l'habitude de mesurer ton identité par les yeux des autres. Le détachement final se consolide lorsque tu choisis d'être le protagoniste de ton histoire, pas le personnage secondaire de la vie de quelqu'un d'autre. La tâche est rude, mais nécessaire. Cesse de chercher ton reflet chez les autres et commence à te regarder avec l'honnêteté radicale de celui qui n'a plus rien à prouver. Personne ne peut te voler ce que tu construis de l'intérieur.
7. Établis des limites claires dans tous les domaines. Tu vas au travail et tu croises cette personne dans l'ascenseur, à peine un salut rapide. Mais à l'intérieur, ta tête commence déjà à faire le tour. Si tu dois répondre ou non aux messages, si tu dois regarder ou non ces histoires, si tu dois accepter cette invitation qui arrive par rebond. Ce sont de petits détails, presque automatiques, mais chacun de ces gestes définit l'espace que tu permets à cette personne de continuer à occuper dans ta vie. Voilà comment cela fonctionne dans la pratique. Les limites ne s'annoncent pas, elles se construisent avec chaque décision quotidienne. Si tu ne les marques pas clairement, l'autre personne et ce qu'elle représente envahit ton temps, tes pensées, ton énergie. Sans t'en rendre compte, le détachement devient impossible parce que le circuit reste ouvert de 1000 manières minimales et chaque interaction ambiguë ne fait que renforcer l'ancien schéma. Le manque de limites est l'un des mécanismes les plus invisibles et corrosifs de l'attachement émotionnel. Lorsque tu ne décides pas jusqu'où tu permets le contact, le souvenir, l'influence ou l'attente, tu délègues ton pouvoir. Il ne s'agit pas seulement de bloquer un numéro ou de cesser de fréquenter certains lieux, même si cela aide. C'est beaucoup plus profond. C'est établir un périmètre interne où tu définis avec rigueur ce que tu permets et ce que tu ne permets pas, même dans ton dialogue mental. La limite est la frontière entre ce qui te construit et ce qui te fatigue. Si tu laisses l'ambiguïté gouverner, tout geste aimable, tout message sans intention claire, toute excuse pour maintenir le lien, devient une fente par laquelle le passé revient s'infiltrer. La limite n'est ni punition ni vengeance, c'est une protection stratégique de ta paix. Beaucoup tombent dans le piège de penser que mettre des limites est un signe de froideur, comme si c'était un acte de rejet absolu. La réalité est autre, les limites sont la base de tout respect de soi. Décider de ne pas répondre, de ne pas t'exposer à certaines situations, de ne pas permettre certains sujets dans les conversations, ce n'est pas fuir, ni nier l'émotion, c'est te prioriser. Le stoïcisme enseigne que le contrôle commence par ce que tu choisis de laisser passer. Si tu n'établis pas un cadre clair dans la relation, l'environnement le fera pour toi, et presque jamais en ta faveur. La limite est le filtre qui sépare ce qui ajoute de ce qui retire, ce qui t'aide à guérir de ce qui te tire vers le cycle précédent. Phrase emblématique. Sans limite, tout recommence. Le processus est inconfortable car il implique d'assumer que tu es responsable d'ouvrir ou de fermer la porte. Il n'existe pas de limite idéale qui fonctionne de la même manière pour tous. Tu dois auditer tes propres déclencheurs. Quels gestes, mots ou situations te font reculer? Quels accès dois-tu couper, même si cela fait mal ou met mal à l'aise? Ici, la stratégie compte plus que la volonté. Il est préférable de sembler distant pendant un temps que de rester prisonnier d'un lien invisible. Chaque petite décision compte, depuis cesser de consulter des profils jusqu'à demander explicitement qu'on ne te contacte pas pendant un temps. Chaque limite claire est un acte de dignité interne. Phrase emblématique. Le respect de soi commence là où la permissivité s'arrête. Il y a une différence radicale entre construire un mur et marquer un territoire. Le détachement mature n'est pas de s'isoler du monde, ni de diaboliser l'autre personne, mais de décider avec conscience et discipline quel espace tu lui assignes dans ta vie. Il ne s'agit pas de contrôler l'autre, mais de prendre en charge tes réactions et ton environnement. Sans limite, tout progrès est temporaire. Avec des limites, la paix devient durable. Le vrai travail consiste à les maintenir quand c'est le plus difficile, quand la tentation de revenir est plus forte que l'inconfort de garder ses distances. Au final, les limites ne sont pas seulement là pour te protéger de l'autre, mais pour te rappeler que tu ne veux plus vivre selon de vieux scénarios. 8. Choisis le respect de soi comme chemin quotidien. Aujourd'hui, je l'admets sans filtre. Parfois, je me lève, je me regarde dans le miroir, et la première chose que je remarque est une sorte de fatigue intérieure. Une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de toute l'énergie que j'ai dépensée, sans m'en rendre compte, à essayer de ne pas me perdre dans les yeux de quelqu'un d'autre.
Je me surprends à repasser des gestes, à revoir des mots qui n'ont plus de destinataire, ressentant ce tiraillement inconfortable de vouloir me justifier face à une absence. Il y a des jours où même le café a un goût différent parce que l'esprit s'acharne à associer cette saveur à un autre rituel partagé. Et c'est là que je me rends compte, avec un mélange de honte et de clarté, j'ai laissé mon respect de soi devenir une monnaie d'échange pour acheter des miettes de validation. Le conflit est brutal, car il se ressent dans la peau, dans la façon dont tu changes ta posture quand tu sais que tu pourrais croiser cette personne, dans la manière dont tu serres les mâchoires pour ne pas laisser sortir ce que tu voudrais vraiment dire. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est la réalité de chaque geste qui révèle combien tu te valorises ou combien tu te vends pour ne pas vouloir déranger. La scène se répète dans les détails les plus minimes. Tu réponds aux messages rapidement, tu ajustes ton ton pour ne pas sembler trop distant ni trop désespéré, tu choisis tes vêtements en pensant à l'opinion qu'ils pourraient susciter. Chaque micro-décision est un rappel que le respect de soi n'est pas un grand discours, mais une somme d'actions inconfortables que personne ne voit. C'est attendre les transports en commun et ressentir l'envie de vérifier ton téléphone juste pour voir s'il y a un message, même si tu sais que tu ne devrais pas. C'est rester silencieux dans une conversation pour éviter les conflits, avalant tes propres opinions pour ne pas perdre le peu d'espace que tu crois avoir dans la vie de quelqu'un. C'est l'usure silencieuse, l'accumulation de petits renoncements qui, ensemble, finissent par éroder la dignité intérieure. Personne ne t'oblige à céder du terrain, mais tu le fais quand même, convaincu qu'ainsi tu souffres moins, même si en réalité tu ne fais que retarder le moment d'affronter le vide. Le respect de soi n'est pas quelque chose qui se décrète à haute voix, il se construit chaque fois que tu choisis d'agir en cohérence avec ce que tu sais que tu mérites, même si cela signifie supporter la solitude ou le silence inconfortable. Il ne s'agit pas de s'imposer aux autres, ni de devenir rigide, mais de cesser de te trahir dans les petites choses. C'est répondre quand tu veux vraiment, pas par peur de perdre le lien. C'est maintenir tes limites même si ta voix tremble. C'est te permettre de ressentir la douleur sans l'utiliser comme excuse pour te rabaisser. La discipline du respect de soi est la plus rude, car personne ne se soucie de savoir si tu la respectes ou non. Seul toi paie le prix de l'ignorer. Ligne emblématique. La dignité se mesure dans les détails quotidiens, pas dans les discours. Il y a une image qui ne me lâche pas. Le poids de chaque décision que tu prends pour plaire, pour éviter le conflit, pour retenir ce qui n'est déjà plus là. L'accumulation se ressent comme un fardeau invisible qui te fait marcher plus lentement, te prive d'air, te vole ta spontanéité. Rompre avec ce schéma implique d'accepter l'inconfort de ne pas être compris, de ne pas plaire tout le temps, de ne pas recevoir le message attendu. Et c'est là que commence le véritable détachement. Non pas quand tu parviens à oublier, mais quand tu choisis de te respecter, même si cela te laisse seul sur le quai. Le respect de soi est un muscle qui se renforce avec chaque geste inconfortable, avec chaque non qui te fait plus mal à toi qu'à l'autre, avec chaque fois que tu choisis ta clarté plutôt que l'acceptation des autres. La pratique stoïque le résume sans fioriture. Tu n'as de contrôle que sur tes propres actions, et chaque fois que tu cèdes à la pression de plaire, tu délègues ce contrôle. Il n'existe pas de paix intérieure pour celui qui se trahit dans le quotidien. Ligne emblématique. Personne ne va te donner le respect que tu ne te donnes pas toi-même. La liberté que tu cherches se construit dans le silence de tes décisions privées, dans l'honnêteté brutale d'agir selon tes principes, même si personne n'applaudit. Choisir le respect de soi est inconfortable, mais c'est le seul chemin qui ne t'abandonne pas quand le reste s'en va. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.
La plupart des gens ne changent pas. Ils vieillissent, simplement. Ils se convainquent que grandir, c'est accumuler des responsabilités, des dépenses et des routines de plus en plus coûteuses, et ils se résignent à voir les jours s'empiler sans laisser de traces sur leur caractère. Il y a une vérité inconfortable derrière cette résignation. Chaque année que tu laisses passer sans entraîner ta volonté, ta confiance et ta discipline, tu mets plus de cadenas à cette version de toi qui aurait pu se transformer. Il ne s'agit pas de talent ni de temps libre. Il s'agit de choisir, avec froideur et sans excuse, un seul hobby qui fonctionne comme ton propre terrain d'entraînement privé. Un seul. Pas pour te divertir, mais pour te forger. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui survivent réside dans la capacité à s'engager dans une pratique, jour après jour, même lorsque personne n'applaudit et qu'il n'y a pas de résultats immédiats. Le stoïcisme l'a clairement dit, la seule chose sous ton contrôle est ton effort, pas le résultat. Tu peux perdre des mois à attendre la motivation ou le moment parfait, mais aucun ne viendra. La véritable transformation se construit avec des décisions inconfortables et des actes répétés quand tu as le moins envie. Tu n'as pas besoin d'un changement de vie. Tu as besoin d'une structure, d'un mécanisme qui t'oblige à te répondre à toi-même. La discipline ne se hérite pas, elle s'entraîne. La confiance non plus, elle se construit dans le silence quand tu choisis de ne pas abandonner. Arrête de chercher l'activité parfaite, choisis-en une, engage-toi et laisse la constance faire le reste. Arrête de te distraire et commence à t'entraîner. Aujourd'hui. 1. Choisissez un seul loisir et engagez-vous. La plupart des gens ne s'améliorent pas, ils se cachent simplement derrière des excuses bien rodées et des loisirs qui ne les mettent pas au défi. C'est la vérité inconfortable. Ce que vous appelez intérêt est souvent juste un masque pour la paresse. Vous avancez en âge, mais pas en caractère. Vous vous convainquez que vous changerez quand vous aurez le temps, l'énergie ou l'inspiration. Mais ce que vous faites, c'est reporter ce que vous savez douloureux. Choisir quelque chose de difficile, vous engager et supporter le poids de l'inconfort réel. Aujourd'hui, il est temps d'arrêter de négocier avec vous-même. Vous n'avez pas besoin de plus d'informations, ni de motivation, ni d'un autre tutoriel. Ce qui vous manque, c'est la décision. Choisir un seul loisir sérieux et s'y engager pendant 6 mois est plus transformateur que n'importe quel discours de motivation. Car cela vous oblige à faire face à vos propres limites, à vos propres pièges mentaux, à la résistance intérieure que vous avez nourrie pendant des années. Vous ne trouverez pas de discipline en passant d'une activité à l'autre selon votre humeur. La discipline se forme lorsque vous refusez d'abandonner au 3e, 4e ou 10e jour, quand il n'y a plus de nouveautés ni d'applaudissements, juste vous, votre fatigue et la tentation de revenir à ce qui est confortable. Il y a des gens qui cherchent des raccourcis, qui collectionnent les loisirs comme si cela était un signe de richesse personnelle, mais rien de tout cela ne change votre structure interne. La multiplicité n'est qu'une dispersion élégante. Si vous voulez des résultats réels, vous devez construire une routine qui fait mal, qui met en lumière votre manque de constance et qui, par la force de la répétition, forge votre caractère là où cela vous coûte le plus. Choisissez-en un. Boxe, écriture, haltérophilie, calisthénie, échecs, peu importe, mais un seul. Vous n'avez pas besoin de variété, vous avez besoin de profondeur. Et la profondeur ne s'acquiert qu'en supportant l'ennui, la frustration et la lenteur du véritable progrès. Beaucoup craignent l'engagement car cela implique de rendre des comptes. Si vous choisissez un seul loisir et que vous le maintenez, vous ne pouvez plus vous cacher derrière l'excuse du manque de temps ou de l'excès d'options. Là se révèle le véritable ennemi, votre incapacité à soutenir l'effort lorsqu'il n'y a pas de gratification immédiate. Mais c'est justement ce que vous devez entraîner. L'autodiscipline ne se développe pas en choisissant ce qui est facile, mais en maintenant ce qui est difficile jusqu'à ce que la résistance devienne une habitude. L'inconfort est votre meilleur maître. Si vous fuyez cela, vous vous condamnez à une vie tiède, à mi-chemin entre ce que vous rêvez et ce que vous craignez. Si vous l'affrontez chaque séance, chaque jour sans abandonner,
est un investissement émotionnel qui se multiplie. Il y a une différence énorme entre se divertir et se transformer. Le divertissement est une dette. Chaque heure que vous passez dans des distractions est du temps que vous volez à votre version la plus forte. La transformation, en revanche, est un investissement. Elle exige que vous échouiez, que vous fassiez des erreurs, que vous ressentiez le poids de la médiocrité, et pourtant que vous reveniez le lendemain. Vous ne changerez pas avec des promesses, vous changerez avec l'entraînement. Vous devez arrêter de vous demander si c'est le bon moment et commencer à agir comme si vous n'aviez pas d'autre option. Rendez-le inconfortable, rendez-le difficile, rendez-le constant. Engagez-vous dans ce qui vous met mal à l'aise. Ce sera le muscle qui vous sépare des autres. Personne ne peut forger votre caractère à votre place. C'est votre responsabilité. Et cela commence lorsque vous choisissez une bonne fois pour toutes d'arrêter de sauter et de commencer à creuser profondément. 2. Transformez la pratique quotidienne en discipline. Vous vous retrouvez dans la même routine. Le réveil sonne, vous éteignez l'alarme, vous vous promettez que c'est aujourd'hui que vous allez commencer. Vous vous asseyez devant l'ordinateur, laissez le café de côté, et vous vous dites qu'après le travail, vous allez consacrer une demi-heure à ce hobby que vous avez juré de prendre au sérieux. Vous le répétez mentalement pendant que vous consultez vos emails, pendant que vous répondez à des messages, pendant que vous pensez à tout ce que vous devriez être en train de faire. Mais quand vient le moment réel, quand la journée s'éteint et qu'il ne reste que vous et la décision d'agir, l'énergie semble s'être évaporée. Le dialogue silencieux surgit, cette négociation interne qui finit toujours de la même manière. Aujourd'hui ne compte pas, demain, oui. Et ainsi, l'engagement se dilue dans de petites excuses, dans ce piège mental qui vous fait voir la discipline comme un sacrifice impossible au lieu de ce qu'elle est vraiment, une pratique quotidienne, inconfortable, qui n'a pas besoin d'enthousiasme, juste de décision. L'esprit cherche des raccourcis. C'est la première chose que vous devez accepter. Chaque jour, votre cerveau va essayer de vous convaincre que ce n'est pas grave si vous remettez à plus tard, que un jour de plus, sans accomplir, ne change rien. Mais c'est le mensonge le plus coûteux. L'habitude ne se crée ni avec un grand élan de motivation, ni avec de bonnes intentions isolées. Elle se construit dans la répétition quotidienne, surtout quand vous en avez le moins envie. La discipline n'est pas un trait magique, c'est le résultat de vous traîner à tenir votre parole même si vous n'en avez pas envie, même si vous vous sentez lent, maladroit ou médiocre. La pratique quotidienne est un rendez-vous avec vous-même où l'on mesure vraiment combien valent vos promesses internes. Et cette valeur se forge justement dans les mauvais jours, car les jours faciles n'enseignent rien. La plupart des gens ne réalisent pas que la discipline commence bien avant l'action visible. Elle apparaît dans les microsecondes où vous décidez si vous suivez la routine ou si vous vous donnez la permission d'échouer. Elle apparaît lorsque vous vous demandez à quel point votre parole vous importe, lorsque vous cessez de vous justifier et vous exposez à l'ennui de commencer une nouvelle session, même si vous vous sentez bloqué. L'esprit, par défaut, va chercher un soulagement, se distraire, procrastiner, rationaliser l'abandon. Si vous vous laissez emporter par cette inertie, vous finissez par renforcer le mauvais muscle, celui de l'autosatisfaction et de l'auto-illusion. Mais chaque fois que vous choisissez de pratiquer, même si votre effort est minime, vous envoyez un signal différent. C'est moi qui commande, pas mon état d'esprit. La discipline, c'est faire ce qui est nécessaire, même si personne ne regarde. C'est l'une des lignes qui sépare ceux qui transforment leur caractère de ceux qui ne collectionnent que des intentions. Il y a un mécanisme subtil que vous devez apprendre à identifier. L'esprit déteste l'inconfort et se spécialise dans sa minimisation. Des pensées apparaissent comme « ça ne sert à rien »,« je n'avance pas »,« c'est trop peu pour compter ». Mais c'est là que la pratique quotidienne devient discipline, car elle implique d'ignorer le besoin de ressentir des résultats immédiats et de se concentrer uniquement sur la constance. Votre valeur ne se mesure pas à l'intensité d'un seul jour, mais à la quantité de jours pendant lesquels vous pouvez maintenir une action simple, même lorsque la motivation disparaît.
La confiance authentique naît de l'accomplissement dans le petit, de l'entraînement à ne pas négocier avec la faiblesse, de la capacité à supporter la lenteur sans fuir. La véritable force est la capacité de continuer même sans envie. Là, dans cet espace inconfortable, la pratique cesse d'être simplement une activité et devient discipline, une structure interne qui résiste à l'épreuve du temps et à la marée des excuses. 3. Entraîne ton caractère, pas seulement tes compétences. Il y a une vérité inconfortable qui ressemble à une petite trahison chaque fois que je l'admets. La plupart de mes compétences, à elles seules, n'ont pas changé ce que je suis. J'ai appris des techniques, accumulé des réussites symboliques, mais au fond, le même schéma mental persistait. Facilité à briller quand c'est facile, tendance à abandonner ou à me justifier lorsque le processus devient rude, répétitif, ingrat. Je me suis rendu compte que pendant des années, j'avais confondu progrès technique et évolution personnelle. Je savais plus, je faisais plus, mais je continuais à esquiver ce qui pèse vraiment. Entraîner le caractère. Ce n'est pas agréable de regarder cela en face. Les compétences peuvent être une armure très élégante pour cacher que ma capacité à soutenir l'effort, à affronter l'ennui, à continuer quand tout devient difficile, restait faible. Apprendre à programmer, lire plus vite, mieux parler en public, tout cela impressionne en surface. Mais aucun accomplissement extérieur ne te prépare au moment où la motivation disparaît et où il ne reste que ta capacité à résister. Si tu examines avec honnêteté la séquence de tes intérêts, tu verras qu'à chaque fois que tu maîtrises les bases de quelque chose, ton esprit cherche la prochaine stimulation. Le schéma est clair. Au début, curiosité et illusion. Ensuite, l'inconfort de la stagnation. Puis, l'abandon déguisé en « je suis en train d'explorer ». Ainsi, tu ne développes jamais de profondeur. Tu te remplis de compétences fonctionnelles, mais le caractère reste immature, sans la résistance ni la solidité qui ne se forgent que lorsque tu persistes malgré l'inconfort. L'erreur est de penser que les compétences te donnent de la valeur par elles-mêmes. En réalité, ce ne sont que des outils. Si ton caractère est fragile, tu les abandonnes dès qu'elles pèsent. Ce que tu es pèse plus que ce que tu sais faire. Et c'est ce que presque personne ne te dit. Tu peux être habile, même talentueux, mais si ton caractère se brise face à la frustration, tout ce que tu sais devient ornement, pas transformation. Entraîner le caractère implique de changer la logique avec laquelle tu abordes chaque pratique. Il ne s'agit plus seulement d'améliorer techniquement, mais d'utiliser chaque session comme une occasion de renforcer ta capacité à résister à l'ennui, au doute, à la tentation de procrastiner. Lorsque tu choisis un hobby transformateur et que tu le maintiens, tu ne t'entraînes plus seulement tes mains ou ton intellect. Tu commences à entraîner la partie de toi qui décide de ne pas abandonner lorsque personne ne te regarde. La différence est abyssale. L'apprentissage superficiel te permet d'impressionner, mais la pratique profonde te forge. Ce processus est inconfortable précisément parce qu'il n'y a pas de raccourci. Tu dois rester dans l'ennui, regarder en face ton envie de fuir, résister à l'auto-négociation qui essaie de te convaincre que aujourd'hui n'a pas d'importance. Chaque fois que tu privilégies le caractère sur la compétence, tu investis dans quelque chose qui ne s'oxyde pas avec le temps. C'est la base sur laquelle tout le reste repose. Une personne disciplinée peut apprendre n'importe quoi, car elle ne dépend plus de la force de l'enthousiasme, mais de la solidité de son engagement. La plupart investissent des heures à améliorer des techniques, mais peu font le travail intérieur d'entraîner la tolérance à la frustration, l'humilité de répéter les bases, l'honnêteté brutale d'accepter que ce qui est difficile n'est pas l'extérieur, mais la fatigue et la résistance interne. Le caractère est la capacité de continuer quand personne n'applaudit. Il y a ceux qui passent leur vie à chercher une validation externe, mais la véritable croissance se produit dans la solitude inconfortable de la pratique soutenue. Alors, lorsque tu choisis ton hobby, ne pense pas seulement à ce que tu vas apprendre à faire, mais à la structure interne que tu vas renforcer. Demande-toi, quelle est la fracture de caractère que tu dois réparer?
Quelle est la résistance que tu évites depuis des années? Et utilise cette pratique comme un gymnase psychologique. Si tu maintiens 6 mois de discipline, tu ne vas pas seulement améliorer une compétence, tu vas transformer la façon dont tu fais face à tout ce qui fait mal et pèse dans ta vie. Personne ne se souvient de ton CV de hobby, mais tout le monde se souvient du type de caractère que tu as cultivé lorsque personne ne t'obligeait à continuer. La différence se joue dans la profondeur, pas dans l'éclat. Entraîne ton caractère, pas seulement tes compétences. C'est ce qui te soutient vraiment quand tout le reste échoue. 4. Utilise le loisir comme champ de transformation. Tu avances sur un escalator qui monte très lentement. Autour de toi, les gens restent immobiles, regardant leur téléphone ou les bras croisés, attendant que le mouvement extérieur les mène à un autre niveau presque sans effort. Mais il y a une différence subtile. Certains, en silence, décident de marcher à contre-courant du rythme lent de la machine, montent une marche, une autre, et chaque pas devient plus difficile car tout le système est conçu pour que tu restes immobile. C'est ainsi qu'on utilise un loisir comme champ de transformation. Ce n'est pas seulement du divertissement ni une pause dans la routine, mais aller à contre-courant de ta programmation quotidienne, te forçant à avancer quand tout t'invite à l'inertie. Tu choisis la boxe et à chaque coup porté, tu ressens le poids réel de ton manque de précision, de ton anxiété, de la fatigue que tu ne peux pas dissimuler quand il n'y a ni musique ni public. Tu prends l'écriture et en te confrontant à la page blanche, chaque ligne est un combat visible avec tes pensées dispersées, avec la voix intérieure qui exige de la perfection, avec l'inconfort de voir tes limites exposées dans des mots maladroits. Tu soulèves des poids et le métal froid ne négocie pas. Il met en évidence la faiblesse de ton corps et plus encore, la facilité avec laquelle ton esprit cherche des excuses pour s'arrêter. Il n'y a pas de filtre, pas de masque, juste toi et la résistance que tu dois surmonter. Ce qui est véritablement transformateur dans cette approche réside dans les détails que presque personne ne voit. Ce moment où tu fermes les poings pour essayer à nouveau un tour de plus, même si tu sens le tremblement dans tes bras. La façon dont tu prends une grande respiration avant d'écrire la phrase que tu crains le plus, sachant que personne ne va te féliciter pour t'être assis aujourd'hui. La sueur qui te parcourt le dos alors que tu soutiens le dernier effort, sans témoin ni applaudissements. Juste la certitude que le muscle de la discipline se renforce en silence. Utiliser le loisir comme champ de transformation signifie que chaque session est une négociation avec la fatigue, un investissement émotionnel qui ne se traduit pas par une gratification immédiate, mais qui accumule un capital invisible. La confiance que tu peux soutenir l'effort, la tranquillité de savoir que tu ne fuis pas ce qui est difficile, la contenance de celui qui a appris à résister à l'inconfort sans drame. La constance est plus précieuse que le talent. C'est une vérité que tu ne comprends que lorsque tu traverses la routine quotidienne et que tu découvres que la clé n'est pas ce que tu accomplis, mais ce que tu supportes. Cette pratique t'oblige à reconnaître les pièges de ton esprit, la tendance à sauter lorsque l'ennui apparaît, l'impulsion de chercher une nouvelle stimulation parce que cela te permet d'éviter de voir ton propre manque de profondeur. Si tu choisis un seul loisir et que tu en fais ton champ d'entraînement, ce que tu travailles n'est pas la compétence en soi, mais la manière dont tu fais face à tes propres excuses, à la paresse qui se déguise en sophistication, au désir de reconnaissance rapide. Jour après jour, les gestes deviennent des rituels, les gants ajustés, le carnet ouvert, la barre de fer dans les mains. Chacun de ces détails est un rendez-vous privé avec ta volonté, un rappel physique que le caractère ne s'hérite pas et ne s'improvise pas. Il se forge dans les répétitions inconfortables que personne ne veut soutenir. Le véritable changement est inconfortable et silencieux. Tu n'as pas besoin de variété, tu as besoin de profondeur. Lorsque tu utilises le loisir comme champ de transformation, tu cesses d'attendre des résultats externes et commences à valoriser la croissance interne invisible, celle qui ne se remarque que lorsque tu regardes en arrière et reconnais que tu n'es plus la même personne qui évitait l'effort.
Il ne s'agit pas d'ajouter de nouvelles compétences pour impressionner les autres, mais d'entraîner la partie de toi capable de résister à la tentation d'abandonner. C'est le seul capital qui ne se perd jamais. 5. Remplacez les distractions par un entraînement intentionnel. Chaque heure de distraction est une dette que vous imposez à votre avenir. C'est aussi simple que cela, aussi brutal. Vous vous mentez en disant que vous avez besoin de vous détendre, de réinitialiser l'esprit, de vous perdre un moment dans des vidéos, des jeux ou des réseaux sociaux, parce que la vie est dure et que vous méritez une pause. Mais la vérité est autre. Chaque minute que vous offrez à l'évasion est du temps volé à la seule personne qui pourrait changer votre histoire. Ce n'est pas un manque de temps, c'est un excès de concession. Et le prix, c'est vous qui le payez, pas demain, mais dès aujourd'hui. Car chaque distraction affaiblit le muscle de la décision et vous entraîne à fuir chaque fois que quelque chose vous dérange. Ne vous trompez pas, la plupart ne sont pas distraits par accident. C'est un choix répété, jusqu'à ce qu'il devienne une identité. Si vous ne coupez pas ce cycle, vous devenez le genre de personne qui vit avec un agenda rempli de rien. C'est ici que vous devez être impitoyable avec vous-même. Vous n'êtes pas victime de vos habitudes. Vous êtes l'architecte de votre dispersion. Si vous voulez vraiment transformer votre vie, il ne suffit pas d'essayer de laisser les distractions de côté. Vous devez les remplacer à la racine et les substituer par un entraînement intentionnel. Vous voulez ressentir un changement réel? Alors arrêtez de donner vos meilleures heures à la dopamine bon marché et changez l'équation. Chaque fois que vous ressentez l'envie de vous perdre dans le facile, choisissez à la place la pratique inconfortable, délibérée, répétée. Il ne s'agit pas de diaboliser les loisirs, mais de cesser de les utiliser comme excuse pour ne pas affronter ce que vous savez que vous devez construire. La différence entre celui qui s'améliore et celui qui stagne est simple. L'un transforme le temps mort en investissement, l'autre en fuite. Peu importe combien de tutoriels vous regardez sur la productivité, ni combien de livres vous surlignez sur les habitudes. Tant que vous continuez à utiliser les distractions comme des analgésiques pour votre inconfort, tout progrès sera superficiel et réversible. La seule façon de changer la structure interne de votre caractère est de la soumettre jour après jour au rigorisme de la pratique consciente. C'est là que la plupart échouent. Ils veulent des résultats sans payer le prix de l'attention soutenue. Mais la vie ne récompense pas les dispersés. Si vous ne pouvez pas contrôler votre concentration, peu importe votre talent, vous allez vous briser face à la première difficulté sérieuse. La différence entre un amateur et quelqu'un qui se transforme est que ce dernier sait que chaque moment d'entraînement est une déclaration de guerre contre l'auto-tromperie. Là où vous mettez votre attention, là croît votre pouvoir. C'est la ligne qui sépare ceux qui progressent de ceux qui répètent leurs excuses avec des mots plus sophistiqués. La prochaine fois que vous ressentirez la tentation de vous perdre dans le trivial, comprenez que ce n'est pas juste une petite décision, c'est une micro-trahison à votre version la plus forte. Choisissez, même si cela coûte, même si cela fait mal, même si cela semble insignifiant. C'est cela l'entraînement réel. Remplacez l'impulsion automatique de distraction par la pratique délibérée qui dérange et exige. N'attendez pas de vous sentir prêt, n'attendez pas d'avoir le moral. La discipline se construit juste lorsque vous vous traînez à accomplir même sans envie. Si vous tolérez que vos journées soient remplies de distractions, vous devenez expert en échouer en silence. Si vous remplacez l'évasion par un entraînement intentionnel, chaque session compte, chaque répétition compte, chaque jour devient un investissement qui ne se dévalue pas. L'avenir ne se négocie pas. Soit vous le construisez, soit vous le perdez. Choisissez de cesser de vous distraire et commencez à vous entraîner vraiment. Personne ne le fera à votre place. 6. La confiance grandit avec la constance silencieuse. La confiance n'est pas une émotion spontanée ni un cadeau qui tombe du ciel. C'est le résultat inévitable de la constance que personne ne voit. C'est la vérité inconfortable. Beaucoup attendent de ressentir de la sécurité avant d'agir, cherchent des signes extérieurs, une approbation, un moment parfait.
Mais la véritable confiance se construit dans l'arrière-boutique, lors de jours gris et répétitifs où personne ne vous regarde. Ce n'est pas une sensation qui apparaît après un accomplissement, mais une conséquence directe de maintenir une pratique, de se tenir à ses engagements même lorsque la fatigue pèse et que la motivation s'est évaporée. Nous vivons dans une culture qui valorise le coup d'éclat, le changement soudain, le succès rapide. Mais ce qui transforme vraiment, c'est l'accumulation silencieuse de petits engagements honorés en privé. La confiance grandit lorsque vous tenez vos promesses dans la solitude. C'est ce que presque personne ne vous dit, parce que cela ne se vend pas. Ce n'est pas accrocheur. Cela ne peut pas être montré sur les réseaux comme un trophée. Mais là se trouve la racine de tout changement réel. Ce processus est beaucoup moins romantique que vous ne l'imaginez. Il n'y a pas de feu d'artifice, ni de avant-après clair. Il y a des nuits où vous doutez même de votre but, des jours où votre cerveau vous offre des raisons parfaites d'abandonner, des souvenirs de promesses brisées qui pèsent comme un sac à dos invisible. C'est ici que la plupart échouent. Ils croient que la confiance se renforce avec de jolis mots ou des visualisations, alors qu'en réalité, elle se forge en traversant l'inconfort, en soutenant l'effort dans les moments les plus anodins. Chaque fois que vous choisissez de pratiquer même si vous n'en avez pas envie, chaque fois que vous affrontez la résistance au lieu de la négocier, vous renforcez une structure interne qui, peu à peu, devient incassable. Ce n'est pas de la magie, c'est de la répétition. C'est la somme de micro-décisions que presque personne ne remarque, mais que vous savez exister. À l'intérieur se loge une certitude silencieuse. Vous êtes capable de supporter le poids de votre choix. Confondre confiance et estime de soi est l'une des erreurs les plus coûteuses que vous puissiez commettre. L'estime de soi fluctue avec vos émotions, dépend de la validation, est fragile face à la critique. La confiance construite à partir de la constance est beaucoup plus solide, car elle n'a pas besoin que les choses se passent bien pour exister. Elle repose sur le souvenir de tout ce que vous avez déjà soutenu quand il était plus facile d'abandonner. C'est pourquoi, lorsque vous maintenez un hobby transformateur pendant des semaines et des mois, la compétence que vous développez va au-delà de la technique. C'est une capacité à faire confiance à votre parole, à savoir que même si aujourd'hui c'est douloureux, demain vous recommencerez. La confiance est l'empreinte laissée par la constance. C'est une marque profonde, pas un ornement superficiel. Le conflit interne apparaît lorsque vous sentez que la pratique ne porte pas ses fruits, lorsque le progrès est lent et que tout semble stagner. Mais là se cache le piège. Votre esprit cherche des preuves immédiates pour justifier l'effort. Si elle ne les trouve pas, elle vous murmure d'arrêter. Le mécanisme est ancien, une défense contre la douleur de la frustration. Ce qui différencie ceux qui avancent de ceux qui restent au même endroit, c'est la capacité à se maintenir sans certitude, à pratiquer même s'il n'y a pas de garantie. C'est le véritable entraînement, supporter le vide du doute et continuer, une séance de plus, une fois de plus. Vous n'avez pas besoin de vous sentir en sécurité, vous devez agir avec constance. La sécurité viendra après comme conséquence, non comme condition préalable. En regardant en arrière, vous vous rendrez compte que la confiance authentique ne s'est pas construite lors des jours faciles, ni dans les moments d'applaudissement, mais lors de ces journées où vous ne comptiez que sur vous-même et avez décidé de ne pas négocier avec votre engagement. C'est ce qui vous prépare à des défis plus grands, à supporter des pertes, des rejets, des échecs. N'attendez pas de vous sentir prêt. Rendez-vous digne de confiance en vous, maintenant lorsque personne n'attend rien de vous. Être fiable pour soi-même est le premier grand accomplissement. Le reste se construit sur cette base. 7. Ne collectionnez pas les hobbies. Approfondissez-en un. Vous rentrez chez vous après une journée normale. Vous laissez les clés. Vérifiez votre téléphone, ouvrez le réfrigérateur juste pour le refermer immédiatement et vous vous asseyez sur le canapé. Vous regardez l'horloge, il reste encore du temps avant de dormir. Une douzaine d'options tournent dans votre tête. Vous pourriez regarder une série, lire quelques minutes, peut-être pratiquer la guitare, étudier un peu l'anglais, jouer à un jeu en ligne ou avancer ce cours que vous repoussez depuis des mois. Le menu est vaste,
presque infini, mais la sensation est toujours la même. Aucune de ces activités ne vous exige vraiment. Aucune ne semble avoir suffisamment de poids pour faire bouger quelque chose en vous. Là, juste à ce carrefour trivial entre le confort et la dispersion, se décide bien plus que ce qu'il n'y paraît. Ce n'est pas seulement du loisir. C'est le moment où vous choisissez entre approfondir ou continuer à survoler la vie en surface. Si vous analysez ce qui se passe, il est évident que la multiplicité des options n'est qu'un piège déguisé en liberté. Le cerveau interprète la variété comme une opportunité, mais en réalité, c'est un mécanisme d'évasion. Passer d'un hobby à un autre évite l'engagement réel, vous permet de vous sentir actif sans supporter l'inconfort de la profondeur. Apprendre les bases de nombreuses choses soulage la peur de rester en arrière, vous donne l'illusion de progrès et d'une identité flexible, mais au fond, vous savez qu'il n'y a pas de véritable transformation. Ce qui est en jeu, ce n'est pas le temps libre, c'est la structure de votre caractère. Lorsque vous n'approfondissez pas, vous renforcez l'habitude d'abandonner dès que la nouveauté disparaît. Le coût accumulé est dévastateur. Vous devenez quelqu'un qui sait commencer mais pas terminer. Quelqu'un qui comprend des concepts mais ne les incarne jamais. La dispersion est le luxe de ceux qui ne veulent pas changer. Cette phrase marque la différence entre se divertir et évoluer. Approfondir un seul hobby pendant 6 mois oblige à exposer tous vos mécanismes mentaux. Vous ne pouvez plus cacher le manque de constance derrière la variété, ni justifier l'abandon avec l'excuse que vous vous êtes ennuyé et avez besoin de quelque chose de nouveau. Le processus est inconfortable, car il confronte 2 systèmes opposés. Celui de la gratification immédiate, qui recherche le plaisir facile et la reconnaissance rapide, et celui de la véritable discipline, qui exige d'investir de l'attention, du temps et de tolérer la lenteur du progrès. Si vous choisissez de vous engager dans une seule pratique, vous commencez à remarquer comment toutes les résistances émergent. Fatigue, frustration, autocritique, envie de passer à autre chose dès que les premiers obstacles apparaissent. Mais quelque chose de bien plus précieux apparaît également. La capacité de vous maintenir, de répéter, de supporter l'inconfort sans négocier. La clé est de comprendre que la profondeur ne se mesure pas par la compétence que vous développez, mais par la transformation interne que vous subissez en restant constant. Un seul hobby peut suffire à vous forger, tant que vous l'utilisez comme un entraînement de votre volonté. Ce n'est pas la boxe, l'écriture ou les échecs qui importent, mais le fait de revenir chaque jour, avec ou sans envie, prêt à traverser la résistance interne. La constance répétée est la seule chose qui transforme une activité triviale en un processus d'amélioration personnelle. Passer d'un intérêt à un autre ne renforce que la partie de vous qui fuit ce qui est difficile. Choisissez-en un et rendez-le inconfortable. C'est la véritable stratégie pour changer. La carte mentale est claire. Variété égale dispersion, profondeur égale transformation. Si vous vous analysez avec honnêteté, vous découvrirez que ce qui vous empêche le plus de grandir n'est pas le manque de talent, mais l'incapacité à rester dans l'inconfort, le temps nécessaire pour que votre caractère s'adapte. C'est pourquoi cesser de collectionner des hobbies est un acte de maturité brutale. Cela signifie renoncer au plaisir superficiel de la nouveauté et parier, jour après jour, sur l'inconfort qui façonne. Vous n'avez pas besoin d'ajouter plus d'activités. Vous devez creuser là où ça fait mal. C'est le seul véritable progrès. 8. Agis aujourd'hui, n'attends pas le moment parfait. Il y a des jours où je me retrouve paralysé, observant l'horloge avancer tout en cherchant n'importe quelle excuse pour remettre à plus tard ce que je sais que je devrais faire. Je me vois laver la vaisselle trop lentement, ranger des objets sur le bureau, vérifier mon téléphone sans vraiment attendre quoi que ce soit d'important. C'est comme si une partie de moi attendait un signe, un symptôme clair que, maintenant, c'est le bon moment pour commencer. Comme si la motivation allait entrer par la porte et me lever du fauteuil. Mais la réalité est bien plus crue. Le moment parfait n'arrive jamais. Et ce qui s'accumule, c'est une sensation amère de trahison envers soi-même, comme si chaque jour perdu pesait un peu plus sur le corps.
Cette attente passive devient une habitude invisible, une sorte de paralysie que l'on ressent dans les épaules, dans l'estomac, dans la respiration contenue. Ce n'est pas de la fatigue physique, c'est le poids de toutes les décisions que je n'ai pas prises. Je vois la lumière chaude de l'après-midi filtrée par la fenêtre, le café déjà froid à côté du clavier, le carnet ouvert et le stylo immobile. Chaque objet dans la scène semble être le témoin de mon indécision. Je bouge les mains, je me lève, je me rassois, je répète des gestes mécaniques. Si je m'arrête pour l'analyser, je remarque que ce qui me retient le plus n'est ni la fatigue ni le manque de temps, mais une sorte de superstition interne, la croyance absurde qu'il y aura un instant où tout se sentira aligné, où commencer sera facile et se fera sans résistance. Mais la vie réelle ne fonctionne pas ainsi. Le temps s'échappe entre de petits reports et des gestes routiniers, et chaque jour où je remets à plus tard ce qui compte, je deviens un peu plus habile à négocier mon propre échec. Le problème, c'est que nous nous entraînons, sans nous en rendre compte, à attendre ce clic interne. Les muscles s'habituent à l'inertie. L'esprit devient expert dans la fabrication d'excuses subtiles, mieux demain, quand j'aurai moins de choses en tête, quand je ne serai pas si distrait. Mais ce demain ne se matérialise jamais, il ne fait qu'alourdir la dette interne. Ce qui fait la différence, ce n'est pas de trouver le moment idéal, mais de créer une rupture dans la routine, un coup sec à la passivité. L'action ne semble pas naturelle au début. En fait, elle fait souvent mal, comme quand tu te forces à sortir courir par temps froid ou à écrire quand les idées semblent stagnantes. Ces premières minutes sont une sorte de friction physique, le corps tendu, la mâchoire serrée, la respiration plus courte. Mais c'est là, dans ce malaise concret, que se séparent ceux qui agissent de ceux qui ne font que fantasmer sur le changement. Il n'y a pas de motivation qui survive au poids de l'attente. La seule chose qui brise le cycle, c'est de se mouvoir avant de se sentir prêt, d'exécuter l'action sans négocier avec son humeur, de s'asseoir pour pratiquer même si l'élan initial est nul. C'est inconfortable, oui, et le progrès semble lent, presque invisible pendant des semaines. Mais chaque jour où tu choisis d'agir, même mal, même en te sentant maladroit, tu accumules un investissement émotionnel que personne ne peut te prendre. Le présent est le seul véritable terrain d'entraînement. Si tu laisses passer, tu perds tout. Les mains tremblent moins avec le temps. L'esprit apprend à ignorer le bruit de la résistance. Et ce qui était autrefois une barrière insurmontable se réduit à une simple formalité. S'asseoir, commencer, continuer, vivre en attendant que tout se mette en place est la recette parfaite pour le stagnation. Personne ne va venir te donner la permission, personne ne va dégager le chemin pour toi. Le seul moment que tu as, c'est aujourd'hui, et ce que tu fais ou ne fais pas, tu vas le porter comme un poids sur le dos. Il n'existe pas de moment parfait, il n'existe que le moment présent. C'est la vérité inconfortable que tu dois apprendre à tolérer si tu veux vraiment changer. Ce que tu ne commences pas aujourd'hui, tu ne le commenceras probablement jamais. La différence ne se fait pas par le talent, ni même par la motivation, mais par la brutalité de l'honnêteté de regarder ton indécision en face et d'agir malgré elle. L'avenir ne se construit pas avec des plans. Il se construit avec des gestes concrets, répétés, inconfortables. Et tout commence quand tu cesses d'attendre et que tu t'obliges à franchir la ligne, maintenant, même si ça fait mal, même si tu n'en as pas envie, même si tu ne sais pas si ça va servir. L'action est le seul véritable antidote contre la paralysie. Le reste n'est que décoration. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Dans la vie réelle, le respect ne se demande pas, il s'impose par des actes, pas par des discours. Il y a des personnes qui poussent les limites des autres juste pour voir jusqu'où elles peuvent aller. Si jamais tu as ressenti comment quelqu'un franchit cette ligne invisible et que tu restes paralysé,
te justifiant ou cherchant à adoucir le coup, tu sais exactement de quoi je parle. Le problème n'est pas seulement ce que l'autre fait, mais ce que tu permets par ta réaction. Chaque fois que tu expliques trop, que tu te justifies face à un manque de respect, tu remets le contrôle de la situation entre les mains de l'autre et le message est clair. Ta dignité est en jeu. Tu ne peux pas négocier ta valeur. À ce moment-là, la seule chose qui sépare ton bien-être de la manipulation des autres est ta capacité à tracer une limite froide et définitive. Je n'accepte pas qu'on me parle ainsi. Cette phrase, prononcée sans trembler et suivie du silence, pèse plus que n'importe quel argument. Le silence n'est pas vide, c'est une barrière, un mécanisme de défense qui laisse clairement entendre que ton respect n'est pas une monnaie d'échange. La plupart des gens ne supportent pas le poids de ce silence, car ils dénudent leur stratégie et leur renvoient le miroir de leur propre comportement. Ici, il ne s'agit pas de plaire, ni de prouver que tu as raison. Il s'agit de protéger ton énergie comme si c'était une ressource limitée. Ainsi, chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la réaction, tu entraînes ton caractère et enseignes, sans mots, comment on doit te traiter. Défendre ta paix n'est pas de l'arrogance, c'est de la discipline. Personne n'a un accès illimité à ta dignité. 1. Fixez la limite sans vous justifier. Si vous ne fixez pas la limite, tout le monde pense qu'il peut la pousser autant qu'il le souhaite. C'est aussi simple que cela. Les gens ne respectent pas ce que vous ne protégez pas. Et si vous attendez que le respect soit automatique, vous vivez dans une fantaisie enfantine. Arrêtez de chercher des raisons pour vous justifier devant ceux qui vous méprisent. Chaque fois que vous essayez d'expliquer pourquoi vous méritez du respect, vous vous rabaissez, vous vous abandonnez et vous leur donnez la clé pour franchir cette ligne encore et encore. Le respect de soi ne se négocie ni ne se discute. Il s'impose par des faits, pas par des discours doux ni des supplications déguisées en arguments. Vous n'avez pas à convaincre qui que ce soit de votre valeur. Pourquoi continuez-vous à agir comme si votre dignité était une question ouverte au débat? L'erreur la plus courante est de croire que vous devez justifier chaque limite, comme si l'autre personne avait droit à une explication ou pire encore, à une seconde chance après vous avoir piétiné. Non. Une phrase suffit, ferme et contenue. Je n'accepte pas qu'on me parle ainsi. Vous la dites une seule fois, sans tremblement dans la voix, sans fioriture et surtout sans ajouter d'excuses ni de longues histoires qui affaiblissent votre position. Si on vous lance une grimace, un rire nerveux ou un commentaire sarcastique, restez dans le silence absolu. Ne nourrissez pas le cycle. Ne tombez pas dans le piège de nuancer votre limite pour que l'autre ne se sente pas mal à l'aise. Chaque mot supplémentaire est un recul, une invitation à tester jusqu'où ils peuvent vous pousser avant que vous ne craquiez. La vérité inconfortable est que celui qui franchit vos limites le fait parce qu'il a déjà vu que votre réaction est faible, prévisible ou complaisante. Si vous vous justifiez, vous devenez complice de votre propre épuisement émotionnel. Le silence, après avoir fixé la limite, est le véritable coup. Vous faites clairement comprendre qu'il n'y a pas d'espace pour négocier votre respect. Le silence met mal à l'aise l'abuseur, l'oblige à se confronter à lui-même et lui montre que son pouvoir s'arrête là où commence votre fermeté. Ce n'est pas de l'orgueil vide, c'est de l'autocontrôle. Vous cessez de donner votre énergie émotionnelle à ceux qui ne l'ont pas méritée. Comprenez-le une bonne fois pour toutes. Le respect que vous recherchez à l'extérieur naît de la limite que vous maintenez à l'intérieur. Si vous n'êtes pas capable de supporter l'inconfort de déranger, vous ne briserez jamais le schéma qui vous maintient piégé dans des relations malsaines. Vous n'avez pas à expliquer votre fatigue, votre colère ou votre désir qu'on vous parle bien. Celui qui ne le comprend pas en une seule phrase ne le comprendra pas même si vous lui écrivez un essai. C'est ainsi que l'on entraîne le muscle de la dignité. C'est ainsi que l'on coupe l'accès à votre paix intérieure. La limite ne se supplie pas, elle s'établit. N'expliquez pas votre respect, faites-le ressentir. 2. Parle clairement, puis garde le silence.
Cela t'arrive au travail, en famille, dans la rue ou même avec quelqu'un que tu considérais proche. Une phrase malveillante, un commentaire cinglant ou une attitude qui te laisse le cœur serré, comme si tu recevais une facture qui ne t'appartient pas. À ce moment-là, l'esprit commence à s'agiter, hésitant à répondre. Comment le faire si tu vas faire trop de bruit ou si tu es trop sensible? L'impulsion de clarifier, de te justifier ou d'adoucir ce que tu ressens se déclenche comme un réflexe appris après des années à vouloir maintenir l'harmonie à tout prix, même si cela implique de renoncer à ton propre bien-être. L'inconfort pèse, mais la peur du conflit se déguise en prudence et tu finis par te taire ou pire, à laisser le manque de respect s'installer comme quelque chose de tolérable. La clé est de briser ce cycle automatisé où ta réaction ne fait qu'alimenter le schéma de l'autre. Parler clairement, une seule fois, sans fioriture ni hésitation, est bien plus difficile qu'il n'y paraît. Non seulement par peur de la réaction de l'autre, mais aussi à cause de la bataille intérieure. Cette partie de toi qui veut éviter l'inconfort à tout prix, même si le prix est ta propre dignité. Dire « je n'accepte pas que tu me parles ainsi » n'est pas seulement une phrase, c'est une déclaration que la négociation est terminée. C'est là que commence le véritable défi, résister à la tentation de continuer à parler, de t'expliquer, de chercher à ce que l'autre comprenne ou accepte ta limite. Si tu le fais, tu jettes par-dessus bord le travail que tu as fait pour la poser. Garder le silence, après avoir parlé clairement, est un acte de maîtrise de soi, de respect réel envers toi-même, même si l'inconfort te ronge de l'intérieur. Le silence est inconfortable, car il te confronte à l'anxiété de ne pas savoir comment l'autre réagira, mais c'est justement ce malaise qui renforce ton caractère. C'est ici que se musclent les émotions, où tu apprends à tolérer le poids de la tension sans céder. Il ne s'agit pas d'être froid ou indifférent, mais d'assumer la responsabilité de protéger ton espace psychologique. Chaque fois que tu te justifies ou que tu expliques trop, tu perds du terrain. Chaque fois que tu gardes le silence après ta phrase, tu regagnes du pouvoir et tu enseignes à l'autre que ta dignité n'est pas à vendre. Ne confonds pas silence et soumission. Le silence, lorsqu'il suit une déclaration ferme, est la ligne à ne pas franchir. La réaction de l'autre ne te définit pas. Ta réponse, si. Parler clairement, garder le silence, c'est la structure qui transforme la dynamique. Le respect se construit dans l'espace où les autres comprennent qu'ils n'ont plus la permission de t'envahir. Personne ne peut discuter de ta valeur si tu ne la mets pas en jeu. La clarté et le silence sont tes meilleurs alliés. N'explique pas ce que tu as déjà clairement établi avec tes limites. Ta paix vaut plus que n'importe quelle approbation passagère. 3. N'explique pas ta décision à personne. Je te le confie, la plus grande partie de ma vie, j'ai ressenti une pression absurde à expliquer chacune de mes décisions, comme si le monde entier avait le droit d'auditer mes choix et de rendre un verdict. C'est un mécanisme si automatique que tu ne te rends même pas compte de quand cela a commencé. Tu sais juste que tu traverses la vie en portant une sorte d'obligation invisible de justifier chaque limite, chaque préférence, chaque non que tu dis. Et le pire, c'est que ce besoin de t'expliquer vient bien souvent de la peur de passer pour quelqu'un d'égoïste, de froid ou d'insensible, alors qu'en réalité, tu essaies simplement de protéger ton espace. Mais voici le problème, plus tu expliques, plus tu ouvres la porte à ce que les autres remettent en question ce que tu as déjà décidé. Tu deviens un otage de leurs opinions parce que tu leur donnes du matériel pour argumenter, pour négocier, pour te pousser là où cela les arrange. L'impulsion d'expliquer n'est pas innocente. C'est une stratégie inconsciente pour éviter de te sentir coupable, pour chercher l'approbation et surtout pour éviter cette brutalité d'inconfort qui apparaît quand quelqu'un est contrarié parce que tu as posé une limite. Il faut comprendre une bonne fois pour toutes que l'explication est, presque toujours, une faiblesse déguisée en courtoisie. Quand tu décides que ta limite est valable, mais que tu ressens le besoin de l'orner d'excuses, tu entres dans un cycle où ta décision dépend de la validation des autres. C'est comme si tu demandais la permission de te protéger. Combien de fois as-tu ressenti ce vide dans l'estomac,
juste après avoir donné une raison de trop. C'est le prix à payer. Chaque explication inutile est une fracture dans ton caractère, un signe que tu es encore attaché au désir d'être compris plutôt que respecté. Ici entre en jeu l'analyse froide. Si ta décision est cohérente avec tes valeurs, elle n'a pas besoin d'être expliquée. Celui qui exige des raisons derrière une limite claire ne cherche généralement pas de compréhension. Il cherche une faille pour affaiblir ta position. Ne pas expliquer ta décision n'est pas un manque d'empathie, c'est un filtre contre les manipulations. Si quelqu'un se sent mal à l'aise parce que tu ne justifies pas ta limite, cet inconfort appartient à l'autre, pas à toi. Le respect ne se négocie pas autour d'une table de débat, il se maintient dans la pratique quotidienne. Chaque fois que tu te tais après avoir posé une limite, tu entraînes le muscle de l'autonomie. Décider de ne pas expliquer est un acte de maturité émotionnelle. Tu n'as pas besoin de convaincre pour te tenir debout. La dignité n'a pas de note de bas de page. C'est la ligne emblématique. Ta décision ne nécessite ni permission, ni applaudissement. La seule explication dont tu as besoin est celle que tu te donnes à toi-même, et cela suffit. La véritable liberté émotionnelle commence quand tu cesses de justifier ce que tu as déjà décidé de protéger. 4. Le silence renforce ta position. Une porte en acier se ferme d'un seul mouvement, net et définitif. Pas besoin de grincer ni de craquer. Il suffit de ce bruit sourd et l'image est claire. Celui qui est dehors n'entre plus et celui qui est dedans décide de l'accès. C'est ainsi que fonctionne le silence lorsque tu marques ta limite. Ce n'est pas un vide inconfortable, c'est une barrière physique, palpable, qui coupe la conversation à la racine et laisse flotter le message. Jusqu'ici. Observe la scène. Après ta phrase brève et ferme, l'air devient dense, les gestes se figent, les mains se déplacent à la recherche de justification dans l'air. Mais tu maintiens le regard fixe, le corps droit, la bouche fermée avec une détermination qui se ressent dans les épaules tendues et la mâchoire serrée. Le silence n'est pas passivité, c'est une présence active. C'est la décision, visible dans chaque muscle, de ne pas offrir une parole de plus. La réaction de l'autre, en général, est d'essayer de reprendre le contrôle avec des gestes nerveux ou des phrases courtes qui cherchent à ouvrir une fissure dans ta fermeté. Il se peut qu'il élève la voix, s'agite, cherche ton regard en espérant une explication, une porte entrebâillée pour se glisser à nouveau dans ton espace. Mais il ne la trouve pas. Le silence pèse comme une dalle, et dans ce poids, l'autre commence à sentir la véritable portée de ta limite. Rien n'est plus inconfortable pour celui qui est habitué à pousser que de se heurter à un mur qui ne répond pas. Celui qui abuse, celui qui manipule, dépend de ta réaction. Lorsque le silence s'installe, la tension se déplace sur ses épaules, pas sur les tiennes. Le pouvoir change de main sans que tu aies à t'efforcer de crier, de discuter ou de convaincre. C'est ici que beaucoup de gens échouent. Ils se sentent responsables d'alléger l'inconfort, de remplir l'espace avec des explications ou des phrases conciliantes. Mais chaque fois que tu cèdes et parles, tu perds du terrain. Le silence est ta déclaration la plus percutante. Il n'y a pas d'argument qui le surpasse, ni de justification qui l'affaiblisse. Celui qui ne répond pas commande. C'est la loi non écrite des dynamiques humaines. Parfois, l'absence de réponse est le message le plus clair. L'autre apprend qu'il ne peut plus négocier avec toi, que ta dignité n'est pas en jeu et que son opinion n'a pas d'accès direct à ta paix intérieure. Dans la vie réelle, cela se traduit par des gestes concrets. Tu ne baisses pas les yeux, tu ne te recroquevilles pas, tu ne bouges pas de ta place. Tu respires profondément et tu laisses le silence faire son travail. Tu peux remarquer comment l'autre personne s'inquiète, se tortille, cherche une réaction et ne l'obtient pas. C'est à ce moment-là que ta position se renforce, non pas par ce que tu dis, mais par ce que tu refuses de dire. Le silence est un mur invisible. Seul celui qui a appris à soutenir cette tension sait combien c'est difficile et libérateur. Ne pas répondre, c'est aussi répondre. C'est la formule.
Si tu veux que tes limites soient respectées, apprends à laisser le silence parler pour toi. 5. Ne réagis pas aux provocations vides. Tout ce qui t'est lancé ne mérite pas de réponse. C'est aussi brutal que ça. La règle que personne ne veut accepter. La plupart réagissent par réflexe, comme si chaque provocation était une obligation, comme si tu étais attaché à une corde invisible que l'autre peut tirer quand il le veut. Te rends-tu compte de la facilité avec laquelle il te manipule quand tu entres dans ce jeu? Chaque fois que tu sautes devant une provocation vide, tu remets le contrôle de tes émotions entre leurs mains et tu te rabais au niveau de celui qui cherche à te faire perdre ton calme. C'est le piège. Ils te tentent avec des phrases conçues pour te mettre hors de toi, pour que tu te justifies, pour que tu montres de la faiblesse et que tu commences à danser au rythme de leurs insécurités. Ils le font parce qu'ils savent que, si tu réagis, ils ont déjà gagné. Tu n'as pas besoin d'entrer dans chaque discussion ni de prouver que tu as raison devant ceux qui ne méritent même pas ton explication. Celui qui cherche à te provoquer ne veut pas de dialogue, il veut du spectacle. Ne lui donne pas le plaisir de te voir perdre le contrôle. La réaction automatique est l'ennemi. Celui qui te provoque veut te voir exploser, il veut t'entraîner à son niveau et voir comment tu t'épuises. Si tu tombes dans le piège, tu lui confirmes qu'il a du pouvoir sur toi. C'est ici que le muscle de la tempérance s'entraîne vraiment. Ne réagis pas. Laisse les mots passer comme un vent froid. Qu'ils s'épuisent seuls en attendant une réponse qui ne viendra jamais. S'ils exigent que tu répondes, s'ils t'accusent d'être distant, indifférent ou faible pour ne pas combattre leur bataille, souris intérieurement. Seul celui qui n'a pas de contrôle sur lui-même a besoin de combattre chaque provocation. Celui qui réagit perd. C'est la sentence. Si tu cherches le respect, tu ne le trouveras pas dans l'arène de celui qui te provoque, mais dans la solidité de celui qui n'a pas besoin de se défendre contre des attaques vides. Ne confonds pas le silence avec la lâcheté. C'est la réponse mature face à des jeux d'enfants. Celui qui veut te provoquer ne mérite ni ton énergie, ni ton temps. Si tu réponds, tu t'enlises dans la boue. Si tu te tais, tu montres que son opinion ne pèse même pas un gramme dans ta balance. Le respect de soi se voit dans la capacité à choisir ses batailles, non dans l'urgence de prouver quelque chose à celui qui ne le mérite pas. Tu n'es pas une marionnette des émotions des autres. Si tu n'apprends pas à laisser passer la provocation, tu vivras tourmenté par l'opinion et le poison de ceux qui cherchent seulement à t'entraîner vers leur propre vide. La provocation est un hameçon, ne mords pas. Choisis ta paix avant ton ego. La réaction est un luxe que tu ne peux te permettre que lorsqu'elle est vraiment nécessaire. Le reste est un épuisement inutile. Celui qui ne réagit pas commande. 6. Protège ton énergie de la manipulation. La manipulation n'existe pas si tu ne donnes pas ton énergie. C'est aussi simple que brutal. Aucun manipulateur n'a de pouvoir réel sur toi tant que tu ne lui permets pas d'entrer dans ton espace mental, tant que tu ne lui cèdes pas ton attention, ta réaction, ton besoin d'approbation. Le véritable piège ne réside pas dans ce qu'on te dit, mais dans ce que tu fais avec cela dans ta tête. L'épuisement commence lorsque tu ressens l'obligation de répondre, de corriger la distorsion, de te défendre contre des jugements qui ne te concernent même pas. C'est le mécanisme caché. Tu deviens le gardien de l'opinion des autres et négliges la vigilance sur tes propres états internes. Le résultat est une fuite lente d'énergie, une dette émotionnelle qui s'accumule pendant que tu essaies de rester à flot au milieu de dynamiques qui ne t'ont jamais bénéficié. Lorsque quelqu'un cherche à te manipuler, il ne vient pas discuter d'idées, il vient tester les limites de ce que tu es prêt à tolérer et mesurer ton besoin d'être accepté. Si tu entres dans ce jeu, tu perds 2 fois. D'abord, parce que tu t'épuises dans une bataille que tu ne peux pas gagner. Ensuite, parce que tu renforces l'idée que ta valeur dépend de la réaction que tu génères chez l'autre. La peur de mal paraître, d'être vu comme dur ou distant, te fait baisser la garde et offrir des explications, alors qu'en réalité, tu devrais renforcer le filtre qui protège ton énergie.
La manipulation ne commence jamais à l'extérieur. Elle surgit toujours de la fracture interne qui te pousse à mettre la validation des autres au-dessus de ta tranquillité. Il suffit que quelqu'un insinue que tu es égoïste, froid ou peu compréhensif, et immédiatement, tu actives le mécanisme de défense. Tu expliques, tu justifies, tu adoucis ta position même si cela implique de te trahir. Le véritable travail consiste à identifier ce reflet, cet élan automatique de vouloir prouver que tu es une bonne personne, même devant ceux qui n'ont pas d'intérêt réel à te comprendre. L'énergie émotionnelle n'est pas illimitée. Chaque fois que tu la donnes dans des scénarios de manipulation, il te reste moins pour ce qui compte vraiment. Tes projets, tes relations saines, ta paix mentale. Il faut apprendre à supporter l'inconfort de ne pas plaire, de laisser l'autre se sentir mal à l'aise avec ta limite, d'accepter que tout le monde ne va pas te comprendre ni t'approuver. Tout ne mérite pas de réponse, ni ton énergie n'est d'accès libre. C'est le mot d'ordre. La protection de ton énergie commence au moment où tu choisis dans quelle bataille tu investis ton temps et ton attention. Laissez passer la provocation. Ne pas te laisser entraîner par le chantage émotionnel et rester ferme dans ta décision, même si on t'accuse d'être insensible, est un signe de maturité et non de froideur. L'autocontrôle s'entraîne chaque fois que tu priorises ton bien-être sur la compulsion d'expliquer ou de convaincre. Si tu veux que tes limites soient respectées, tu dois commencer par respecter toi-même la valeur de ton énergie. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une responsabilité émotionnelle. Celui qui prend soin de lui envoie le message le plus clair. Mon énergie n'est pas une monnaie d'échange. Protège-toi d'abord. Ensuite, le monde comprend comment te traiter. 7. Le calme désarme le manque de respect. Tu es dans la file d'attente de la banque, un matin comme les autres, et quelqu'un derrière toi élève la voix de manière inutile, lançant un commentaire sarcastique sur la lenteur du service, s'adressant à toi comme si tu étais responsable du rythme du monde. L'inconfort est presque physique. Tu sens la pression dans la nuque, l'envie de répondre, de te défendre ou de rendre le sarcasme. Mais c'est ici que la mécanique interne des interactions humaines entre en jeu. Celui qui perd son calme perd le contrôle de la situation. La plupart tombent dans le piège de réagir, d'élever le ton ou de s'expliquer, comme si le respect dépendait d'un échange de mots ou d'une défense immédiate. Ce que presque personne ne voit, c'est que la véritable force réside dans le fait de maintenir son calme, car le calme n'est pas de la passivité. C'est un choix conscient qui change la structure du pouvoir dans la dynamique. Quand quelqu'un cherche à te provoquer, son attente est que tu entres dans le jeu, que tu répondes au même niveau et que tu t'épuises émotionnellement. Mais si tu restes ferme, sans élever la voix ni te justifier, l'autre se retrouve exposé face à son propre manque de contrôle. Le calme désarme car il annule la réaction qui alimente le cycle du manque de respect. Il n'a pas besoin d'explication. Ne cherche pas de vengeance. Il définit simplement une frontière mentale. Ici, tu n'entres pas. L'effort réel réside dans le maintien de cet état intérieur, car l'esprit veut sauter, veut se défendre, veut régler des comptes. Mais si tu t'observes une seconde avant de parler, si tu choisis le calme comme posture, tu coupes l'accès à ton énergie et laisses l'autre porter l'inconfort qu'il a voulu te provoquer. Le respect de soi se perçoit dans l'assurance. Le manque de réaction est le signe le plus clair que personne ne peut te traîner sur son terrain si tu ne le permets pas. Le calme n'est pas de l'indifférence, c'est la plus grande expression d'un autocontrôle stratégique. Il te permet d'analyser la situation, de voir les mécanismes qui opèrent et de décider où investir ton énergie. Celui qui répond avec sérénité laisse l'autre sans armes. Car il n'y a rien de plus frustrant pour celui qui cherche à te blesser que de se retrouver face à un mur impassible. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est une autorité intérieure. Ici se voit le véritable entraînement émotionnel. Tu ne permets pas qu'on te vole ton centre, tu ne laisses pas l'environnement décider de ta réaction. Le calme, soutenu sous pression, transforme l'interaction. Il rend obsolète la provocation et redirige le poids du moment vers celui qui a tenté de te déstabiliser.
Ainsi, tu transformes chaque attaque en un rappel que le contrôle demeure là où tu décides. Le calme désarme l'irrespectueux car il l'affronte à son propre vide et te rend le contrôle de ton énergie. Il n'y a pas de respect sans autocontrôle. C'est la ligne invisible qui définit qui commande dans chaque interaction. 8. Ton respect n'est pas négociable. Parfois, je me surprends à repasser en silence des conversations qui n'ont même pas eu lieu, à répéter des réponses, à mesurer le ton, à imaginer l'expression de l'autre personne, comme si mon respect était mis à l'épreuve à chaque phrase que je prononce. Il y a une lourdeur dans la poitrine, une tension qui te pousse à serrer les mains ou à bouger les pieds sous la table, tandis que ton esprit calcule le risque de déranger quelqu'un en défendant ton espace. Tu sens comment le corps réagit, le regard se durcit, la mâchoire se contracte, et pourtant la voix intérieure hésite, se demandant si tu ne vas pas trop loin. Dans ces secondes, le temps semble s'étirer, et le simple fait de soutenir le regard sans baisser la tête devient un petit défi physique. Il y a une sorte de poids invisible, comme si chaque limite que tu poses coûtait de l'énergie vitale. Mais tu sais que céder serait encore plus coûteux. C'est ainsi que dans la réalité, on ressent le moment où tu décides que ton respect n'est pas négociable. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des gestes simples mais chargés d'intention. Une réunion de travail où quelqu'un essaie de minimiser tes idées avec une blague blessante, le silence qui s'installe après ta phrase ferme, les regards échangés et le léger tremblement dans les mains de celui qui s'attendait à te voir reculer. Ces secondes sont décisives. La tentation d'adoucir ta position, de rire pour alléger l'atmosphère ou d'ajouter une explication frappe fort. Mais tu tiens bon. Tu sens comment l'énergie change de place. L'autre, habitué à ce que tu cèdes, se retrouve maintenant face à un mur qu'il n'attendait pas. L'atmosphère se refroidit, les mots flottent dans l'air sans trouver où atterrir. C'est le coup exact de ne pas négocier ton respect, soutenir l'inconfort, résister à l'envie de le remplir d'excuses et laisser la limite devenir un fait concret. Celui qui n'a jamais entraîné ce muscle confond fermeté et dureté. Mais la réalité est que protéger ton respect ne te rend pas cruel, cela te rend clair. Chaque fois que tu choisis de ne pas négocier, le corps apprend, l'esprit se renforce et ta présence devient plus solide. Il ne s'agit pas de hausser la voix ni de s'imposer par la force. Il suffit de maintenir la phrase et le silence, même si les battements de cœur résonnent dans les oreilles. Voici la scène. Un échange de regards, une posture droite, l'air lourd d'une décision qui ne s'explique ni ne se discute. Le respect ne se mendie jamais. C'est un filtre. Ceux qui le comprennent restent, ceux qui ne le comprennent pas s'auto-excluent. Quand ta limite est inébranlable, le message est simple. Tu en es là, et il n'y a pas d'invitation à franchir. Apprendre à supporter le poids de cette décision est ce qui, peu à peu, te libère du besoin de plaire ou de convaincre. Celui qui ne négocie pas son respect ne perd jamais. C'est ici que se joue ton autonomie réelle. 9. Enseigne aux autres comment te traiter. La façon dont tu permets qu'on te parle, qu'on te regarde, qu'on te traite est comme un manuel d'instruction que tu remets, même si tu ne t'en rends pas compte, depuis le premier geste jusqu'au dernier mot. Ce n'est pas un mystère. Chaque fois que tu avales un mépris et que tu souris, chaque fois que tu minimises un manque de respect avec une blague ou que tu fais semblant que tout va bien pour ne pas déranger, tu écris en grand. Ça va, tu peux recommencer. Ne te laisse pas tromper par l'excuse de la prudence, de l'empathie ou parce que tu ne veux pas de problème. En réalité, c'est du confort déguisé en vertu. Attendre que les autres devinent comment te traiter sans que tu le précises est comme attendre qu'on te rembourse une dette que tu n'as jamais réclamée. Le monde ne va pas lire dans tes pensées ni s'arrêter pour tes besoins non exprimés. Le respect s'enseigne, il ne se mendie pas. Cesse de penser que poser des limites est être hostile. Ce qui est vraiment hostile, c'est de permettre l'invasion et ensuite de se plaindre en silence, comme si tu étais une victime du hasard.
La dignité ne se négocie pas autour de la table, ni ne se discute en groupe. Elle se démontre par une seule instruction claire et le courage de la maintenir. Lorsque tu tolères l'intolérable, le message est brutalement simple. Je ne valorise pas mon espace, donc n'importe qui peut entrer. Et attention, ne blâme pas ton environnement, ta famille, ton patron ou tes amis. Celui qui n'enseigne pas permet. Le manque de respect répété n'est pas un accident, c'est de la programmation. Si ce n'est pas toi qui fixes le cadre, les autres l'imposent à ta place. Personne n'apprend à bien te traiter par osmose. Tu dois le laisser clair ou accepter les conséquences. Le traitement que tu reçois est celui que tu enseignes à tolérer. Si cela ne te plaît pas, change-le. Ne cherche pas d'excuses dans la culture, dans les coutumes ou dans les histoires qu'on t'a racontées sur le fait de ne pas faire de vagues. Cesse de cacher ta peur de confronter sous le déguisement de la courtoisie. Chaque fois que tu cèdes, que tu minimises un manque de respect, que tu justifies des comportements d'autrui pour éviter une conversation inconfortable, tu t'entraînes à être ignoré. Et ensuite, tu te demandes pourquoi personne ne te prend au sérieux. Pourquoi tes limites sont du papier mouillé? Personne ne respectera ce que tu piétines toi-même. C'est aussi simple que cela. Tu n'es pas une victime, tu es le maître de ce que tu permets. Si tu n'enseignes pas par des faits comment tu veux être traité, tu te condamnes à être spectateur de ta propre vie. Enseigner comment tu veux être traité n'est pas de l'arrogance, c'est une survie émotionnelle. Tu n'as pas besoin de crier ni d'imposer la peur. Il te suffit de laisser l'instruction sur la table et de ne pas la déplacer, même si l'inconfort pèse. Le respect n'est ni automatique ni immédiat. Il s'entraîne, se renforce et surtout se défend. Si tu ne supportes pas la tension de poser des limites, prépare-toi à porter le poids de l'insatisfaction et du ressentiment. La limite que tu n'enseignes pas finit par dévorer ton énergie et ta paix. Le respect s'éduque à coups de clarté, pas de résignation. Décide si tu continues à attendre des miracles ou si, une fois pour toutes, tu prends le contrôle et enseignes aux autres comment te traiter. 10. Défends ta paix avant tout. Ta paix n'est pas à vendre, ni à tempérament, ni en promotion spéciale. C'est la vérité qu'il est difficile de soutenir dans un monde qui exige, à chaque pas, que tu t'expliques, que tu cèdes, que tu fasses preuve de flexibilité même si cela te laisse sans air. Le véritable conflit n'est pas à l'extérieur. Il vit dans la tension interne entre ce besoin de plaire et la nécessité vitale de te protéger. Chaque fois que tu privilégies l'harmonie extérieure à ton équilibre intérieur, ce que tu fais réellement, c'est hypothéquer ton bien-être pour acheter une acceptation bon marché. L'esprit, entraîné pendant des années à éviter le rejet, fabrique des excuses. Ce n'est pas si grave. Mieux vaut ne pas en faire tout un drame. Peut-être que j'exagère. Mais la facture émotionnelle arrive de toute façon, silencieuse et cumulative, te volant énergie et clarté. Défendre ta paix est un acte de rébellion intime. Cela nécessite de reconnaître la racine de l'inconfort que tu ressens lorsque tu te tiens ferme. Ce n'est pas la peur de l'autre, c'est la peur de perdre l'image de bonne personne qui te protège du jugement des autres. Le véritable travail commence lorsque tu cesses de négocier avec toi-même pour plaire aux autres. Combien de fois t'es-tu senti vidé, creux, avec la sensation d'avoir donné trop lors d'une conversation qui ne méritait même pas ton temps? C'est le signal interne que tu ne peux pas ignorer. La paix se défend en silence, pas à grands cris ni avec des explications. Le mécanisme est simple et brutal. Celui qui exige que tu sacrifies ta tranquillité pour maintenir un lien ne pense jamais à ton bien-être, seulement à son confort. Chaque fois que tu te justifies ou ouvres des portes pour que d'autres commandent tes limites, c'est toi qui paies le prix, pas eux. Apprendre à supporter le malaise de décevoir ou d'incommoder est l'entraînement essentiel. La maturité émotionnelle ne se mesure pas par la capacité à t'adapter à l'environnement, mais par la force de maintenir ta frontière interne, même si cela signifie être mal compris. Je préfère incommoder que de me trahir. C'est le mot d'ordre.
La paix intérieure est un filtre. Tout ce qui la traverse sans permission est une dette qui ensuite génère des intérêts sous forme d'anxiété, de ressentiment ou d'épuisement. Personne ne va la défendre pour toi. Personne ne va te donner la permission de te prioriser. C'est une décision quotidienne, si intime que parfois personne ne la remarque, mais qui change le cycle complet de ta vie. Ce que tu ne défends pas, le monde le prend pour disponible. Protège-toi. Personne d'autre ne le fera avec la détermination que tu peux entraîner. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.